Bonsoir, on va commencer. Donc, bienvenue à tout le monde. C'est la première visioconférence qui est organisée en 2021 par l'UPJB. J'espère qu'on pourra, dès que possible, reprendre des conférences dans des conditions normales. Et donc, ce soir, on va aborder un sujet qui est particulièrement important dans le contexte du Covid. C'est qu'est-ce qui se passe sur les lieux de travail. Qu'est-ce qui se passe sur les lieux de travail et aussi le fait que l'action des collectifs de travail a souvent imposé des niveaux de prévention qu'au début, on ne voulait pas mettre en place. Et donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé à la STIB d'abord, c'est-à-dire le mouvement qui, au mois de mai, alors que le premier confinement n'était pas encore terminé, a secoué l'entreprise lorsque environ 1300 chauffeurs et conductrices ont décidé d'exercer le droit de retrait et ce mouvement a duré du 11 au 17 mai. Donc, il a été d'une ampleur considérable je dirais dans cette période tout à fait particulière du Covid. Et le deuxième acte, si on peut dire, de ce mouvement, il a débuté tout récemment, le 4 janvier, devant le tribunal du travail de Bruxelles. Alors, qu'est-ce qui se passe devant le tribunal du travail de Bruxelles? C'est un procès mené par un collectif d'environ 215 travailleurs donc, qui avaient exercé leur droit de retrait au mois de mai. Et je dirais qu'ils se battent essentiellement pour deux choses. D'abord, ils se battent parce qu'on a fait des retraits sur leur salaire et on leur a mis un code d'absence injustifiée. Et donc là, c'est évidemment un intérêt personnel important à défendre. Et d'autre part, c'est la question du droit de retrait. En Belgique, jusqu'à présent, aucun tribunal n'a jamais abordé ce droit qui est tellement important pour défendre la santé et la sécurité des travailleurs. Alors, on a invité deux personnes. Oliver est chauffeur d'autobus. Il est également membre du collectif donc, qui mène l'action actuellement devant le tribunal du travail de Bruxelles. Et il est membre du CPPT, donc c'est le comité pour la prévention et la protection au travail, qui est l'instance qui, dans toutes les entreprises d'au moins 50 travailleurs, doit représenter les travailleurs pour les questions de santé et de sécurité. Et l'autre invitée est Sophie Remouchant, qui est avocate, et donc elle est également enseignante de droit du travail, et elle est l'avocate du collectif pour lequel donc, le procès s'est ouvert le 4 janvier. Alors maintenant, juste deux détails concrets. Vous pouvez à tout moment poser des questions. Vous allez voir en bas de votre écran, à droite, vous avez une touche qui dit Q et R, et à travers cette touche Q et R, vous pouvez taper votre question. Et donc, vous ne devez pas attendre la fin de la présentation pour taper vos questions. À tout moment, vous pouvez taper les questions. Mais elles ne seront reprises qu'à la fin de la présentation. Et donc là, ce sera Lucie qui fera la lecture des questions pour que Oliver et Sophie puissent y répondre. Donc ça, c'était important. Si vous avez des questions, à tout moment, vous pouvez les poser via la touche QR. Et d'autre part, dans les jours qui suivent cette présentation, elle sera accessible sur le site de l'UPJB et donc vous pourrez la faire connaître à d'autres personnes qui n'ont pas pu participer à la conférence. Voilà, donc le déroulement de cette présentation va se faire avec des questions que je vais poser tant à Oliver qu'à Sophie. Et après ces questions, il y en aura 8 en tout, à ce moment-là, nous passerons aux différentes questions qui sont posées par le public. Alors, ma première question, elle est pour Oliver, et je te demanderai de décrire brièvement ce qui s'est passé au mois de mai, lorsque la STIB a décidé de manière unilatérale de redéfinir les mesures de prévention et donc de réduire en fait les mesures de prévention qui avaient été mises en place au cours des mois précédents, c'est-à-dire en mars et en avril. Voilà, bonsoir à tous. Effectivement, la pandémie, comme dans beaucoup d'entreprises, a été un petit peu prise à la légère à la STIB, au Comité pour la prévention et la protection au travail
nous avons pu arracher les unes après les autres toutes les mesures de prévention pour permettre de limiter les risques d'exposition des travailleurs au maximum. Et ça a plutôt bien fonctionné jusque fin avril. Jusqu'au fin avril, les travailleurs de la STIB ont courageusement traversé la première vague, le confinement, parce qu'il y avait toute une série de mesures de prévention qui avaient été mises en place. Début mai, la région bruxelloise et la direction de la STIB ont décidé, un peu du jour au lendemain, de supprimer certaines de ces mesures de prévention sans la moindre concertation au CPPT. Je vais vous donner deux exemples. C'était par exemple la question des quotas de voyageurs maximum embarqués. Jusqu'à la fin du mois d'avril, le nombre de voyageurs dans un bus, un tram ou un métro était limité. À partir de début mai, eh bien, comme avant, les bus et les trams, les métros pouvaient de nouveau être pleins à craquer. C'est évidemment quelque chose qui inquiétait énormément les agents. Euh, on craignait que ça ne contribue à une deuxième vague qui est malheureusement arrivée. Une autre mesure de prévention importante qui a été supprimée, c'est les services dépôt-dépôt. Donc, au mois de mars et au mois d'avril, pour protéger les agents, mais aussi les voyageurs, ce sont des services dépôt-dépôt qui étaient organisés. Le chauffeur venait prendre son véhicule au dépôt, il était intégralement nettoyé, désinfecté, il quittait le dépôt, il allait transporter les voyageurs pendant 8 heures et à la fin de son service, il retournait avec son véhicule au dépôt qui était de nouveau intégralement nettoyé, désinfecté. Euh, Début mai, il a été décidé donc de supprimer cette importante mesure de prévention et de remettre les services habituels composés de services en deux prestations, de remplacement sur ligne. Et donc très concrètement, pour que tout le monde puisse comprendre, cela impliquait que le même chauffeur pouvait sur un service de 8 heures, avec des remplacements sur ligne, remplacer sur 3, 4 véhicules différents sur la durée de son service, sans plus aucun nettoyage, désinfection sérieux. Euh, et ça, vraiment, les travailleurs, ils ont craint pour leur santé de ramener le virus dans leur famille. Ils ont craint pour les voyageurs parce que cela impliquait vraiment que le bus quittait le dépôt à 4 heures du matin et ne circulait sur le réseau jusqu'à 1 heure du matin sans plus aucun nettoyage, désinfection sérieux. Donc, vraiment, ça a été la panique quand la direction a annoncé sa volonté de remettre les services habituels début mai. D'accord. Alors, Sophie, bon, tu as suivi cette affaire depuis le début, donc tu as pu voir aussi tous les documents, notamment ceux qui émanent de la direction de l'entreprise. La STIB, ce n'est pas une petite et moyenne entreprise, c'est une grande entreprise, c'est une entreprise qui dépend de la région bruxelloise, donc qui est supposée respecter la loi en matière de bien-être et santé au travail des travailleurs. Et donc, de point de vue, par rapport aux exigences légales, qu'est-ce que tu constates? Est-ce que la STIB a respecté ses obligations de base? Il y a vraiment plusieurs problèmes par rapport à la question de la prévention à la STIB et je pense que c'est pas nouveau. Ici, le Covid va vraiment mettre en lumière la problématique de la politique de bien-être à l'intérieur de la STIB.
Je pense de manière générale qu'il y a quand même une sous-évaluation de cette question-là dans cette entreprise qui pourtant multiplie les risques différents. Alors pour ce qui concerne le Covid particulièrement et ce que la loi prévoit et ce que la STIP n'a pas fait, le point vraiment le plus problématique, c'est la question des analyses de risque et de l'avis du personnel sur les résultats d'analyse de risque. Donc, puisque la STIP avait mis en place des mesures de prévention, qu'elle a affirmé au personnel que, notamment, cette question dépôt-dépôt, limitation du quota de personnes dans les véhicules, était une mesure destinée à prévenir la santé et la sécurité des travailleurs, et on peut effectivement constater que c'est le cas. Si elle voulait modifier ce dispositif de prévention, elle devait d'abord discuter avec les travailleurs, donc les représentants du personnel au comité, au CPPT, de la stratégie pour analyser la manière dont on allait évaluer les risques résiduels, donc quelles étaient les possibilités effectives de contamination des chauffeurs et des conducteurs dans leur travail, et notamment, par exemple, par le fait qu'ils s'échangeaient sur une même journée de travail des postes de conduite. Donc, vous imaginez le poste de conduite, il y a beaucoup de boutons, on les manipule toute la journée, on ne peut pas s'empêcher de toucher son visage au cours de la journée, on connaît tous la manière dont le Covid se transmet. Il y avait donc là potentiellement un risque important. La STIB aurait dû analyser les différents dangers par rapport à chaque geste professionnel que les conducteurs et les chauffeurs, chauffeuses faisaient, et ensuite présenter quel était le niveau de risque qui en résultait, donc les possibilités effectives de contamination. Donc ça n'a pas été fait. Donc on ignore toujours à l'heure actuelle si ces analyses ont été opérées au mois de mai 2020. Ce qu'on sait de manière certaine, c'est que la STIB ne les a pas présentées au CPPT, donc ni la manière dont les analyses de risque ont été faites, ni les résultats de ces analyses de risque si elles existent. Et donc le CPPT n'a pas du tout été invité, les travailleurs n'ont pas été invités à donner leur avis sur le niveau de risque que la STIB jugeait acceptable pour son personnel, et donc n'a pas été en mesure non plus de pouvoir discuter sur une base argumentée du niveau de prévention qui avait été fait. Et à rebours, dans un deuxième temps, on pourrait, admettons que, et on n'en sait rien à ce stade-ci des opérations, mais admettons que la STIB ait fait exactement ce que la loi lui impose, si ce n'est de communiquer vis-à-vis de ses travailleurs. Il n'en demeure pas moins que pour les travailleurs, on a des mesures de prévention qui étaient en place et du jour au lendemain, sans aucune justification sur base de l'analyse de risque, un retrait de ces mesures-là. Donc ça, c'est vraiment le point problématique et au niveau de la réglementation, et ce qui va évidemment déclencher le mouvement d'inquiétude qui va amener au droit de retrait du personnel, c'est l'absence de respect des règles en matière de participation des travailleurs à l'élaboration de la politique de bien-être. Et cette participation est vraiment fondamentale, elle est vue comme fondamentale par la législation belge, par la législation européenne dont découle la législation belge, et c'est finalement assez logique parce que ce sont les travailleurs qui sont les connaisseurs des risques de leur travail, c'est eux qui connaissent les gestes professionnels qu'ils posent et qui sont en mesure de pouvoir dire là, vous faites une analyse qui est purement théorique et qui ne correspond pas à la réalité du terrain, à la réalité de nos expériences professionnelles, et de pouvoir faire remonter vers l'employeur ces réalités-là. Si, et c'est ce qui s'est passé à la STIB, on bypass cette étape-là, mais forcément, on ne peut pas avoir une politique de prévention de qualité et qui emporte parallèlement l'adhésion des travailleurs à la politique de prévention. Alors, Oliver, si on se replace le 11 mai, bon, je suis, comme beaucoup de gens, je crois, qui participent à cette conférence, un usager des transports en commun. Et donc, ce qui a été surprenant, c'est l'ampleur du mouvement. C'est-à-dire que le droit de retrait était exercé par 1300 chauffeurs et conductrices, donc c'est considérable. Si je me souviens bien, c'est plus de 80% au niveau des autobus et plus de 60% ou de 65% en ce qui concerne les trams. Donc c'était vraiment un mouvement de très grande ampleur. Alors, est-ce que tu peux expliquer comment s'est déroulé le mouvement et qu'est-ce qui a fait finalement ce succès, puisque en ce qui concerne les nombres, ils y étaient. Mais je pense que l'ampleur de ce mouvement démontre à quel point la santé, la sécurité pour les travailleurs, ça n'a pas de prix. À quel point c'est précieux, parce que j'ai évoqué les craintes des travailleurs eux-mêmes d'être contaminés, de ramener ce virus dans leur foyer, de contaminer des membres de leur famille, leurs enfants. C'est vraiment ça, et ça a pris le dessus surtout sur les pressions, sur les menaces qui ont été exercées
dès le lundi 11 mai. Rien ne comptait plus que récupérer ces mesures de prévention, d'être mieux protégé, d'être rassuré. C'était assez spontané et en même temps, c'était massif parce que tout le monde était concerné. J'ai dit tout à l'heure que les conducteurs de la STIB avaient mené ce droit de retrait également pour protéger les voyageurs. Les familles des agents de la STIB utilisent aussi les transports en commun. J'ai beaucoup de collègues qui me disaient, mais je ne veux pas que mes enfants rentrent dans des véhicules pleins à craquer. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. La distanciation sociale d'1,50 m, elle s'appliquait absolument partout. C'est toujours le cas jusqu'aujourd'hui. Donc, que vous alliez dans une grande surface, n'importe où, il faut maintenir cette distanciation sociale. En fait, il n'y a qu'une seule exception dans ce pays, ce sont les véhicules de transport en commun qui, eux, eh bien, aux heures de pointe, peuvent être pleins à craquer. La question des remplacements sur ligne impliquait également que les agents, pour aller remplacer leurs collègues sur le réseau, eh bien, doivent emprunter ces transports en commun eux-mêmes surchargés. Il est évident que pour les travailleurs, les risques étaient démultipliés en revenant aux services euh, normaux aussi rapidement. C'était beaucoup trop tôt pour eux. Alors, effectivement, il y a eu des menaces. Très rapidement, la direction a annoncé aux travailleurs qu'elle ne reconnaissait pas le droit de retrait, qu'elle considérait que les travailleurs étaient en absence injustifiée. Vous devez savoir que dans le règlement de travail, il est prévu que 3 jours d'absence injustifiée consécutifs peuvent mener à un licenciement. Eh bien, pendant 2 jours, la direction de la STIB n'a communiqué que ça. Le seul message, c'était attention, vous êtes en absence injustifiée. Certains directeurs ont menacé de fermer certains dépôts, de privatiser les lignes si le mouvement commençait. Il y a eu des menaces, il y a eu des pressions et de l'autre côté, il n'y a eu strictement aucune empathie, aucune compréhension pour les craintes légitimes de ces travailleurs qui, vous savez, il ne demandait pas une prime de risque, hein. Il demandait juste de continuer à être protégé comme il l'était pendant le confinement, des mesures de prévention qui auraient pu être maintenues encore quelques semaines de manière à être rassurés, à continuer comme ils l'ont fait courageusement depuis la première vague pendant tout le confinement. C'est encore incompréhensible pour moi aujourd'hui, 6 mois après, de me dire que pendant cette semaine, les travailleurs n'ont pas été entendus. S'il y avait eu 30 ou 40 conducteurs qui avaient protesté de cette manière-là, on aurait pu dire, voilà, ils ont été manipulés, mais quand plus de 80% des chauffeurs de bus et des conducteurs de tram appellent au secours, disent, voilà, on se sent en danger et qu'il n'y a aucune écoute, aucune empathie et qu'au contraire, on se contente soit de les ignorer complètement ou de les menacer. Euh, Vous savez, moi, en tant que représentant des travailleurs, je n'avais pas non plus les moyens, les informations, des analyses de risque pour les rassurer. Je n'avais rien à leur raconter de positif. Je ne pouvais pas les rassurer en leur disant, écoutez, non, je vous garantis, on a reçu en CPPT les analyses de risque. Il n'y a pas de danger pour vous, pour votre santé, de remettre les services comme avant.
parce que ça ne nous a pas été présenté et parce que ces analyses de risque n'ont pas été faites correctement. On s'est retrouvé confronté vraiment à une logique de retour à la normale. Il faut que l'économie à Bruxelles reparte au maximum. Il faut aller vite, mais vous devez vous replacer à l'époque, le 11 mai 2020. euh, le déconfinement n'a pas encore commencé, les écoles ne sont pas encore ouvertes, il y a encore beaucoup de gens hospitalisés qui sont hospitalisés tous les jours, il y a encore beaucoup de morts et donc les craintes de mes collègues, elles étaient parfaitement légitimes et ils ont appelé au secours, ils ont fait tout ce que le code du bien-être prévoit par rapport au droit de retrait. Ils ont alerté la médecine du travail, le service interne pour la prévention et la protection au travail. Ils ont tout respecté, ils ont tout fait comme il fallait. Ils étaient présents de début jusqu'à fin de service. Ils étaient prêts à tout moment à reprendre le travail et il n'attendait qu'un geste, qu'un peu d'écoute de la direction pour reprendre le travail. D'ailleurs, le lundi 11 mai, quand on a constaté l'ampleur, c'est plus de 1000 travailleurs en droit de retrait, eh bien, on s'est dit, c'est fantastique parce que là, c'est pas possible. On va être entendu, on va pas pouvoir ignorer un mouvement d'une telle ampleur et pourtant, eh bien, c'est bien ce qui s'est produit. Alors, au moment où le mouvement a éclaté, il y a eu forcément beaucoup de commentaires dans la presse et il y avait des commentaires politiques, mais il y avait aussi des commentaires juridiques. Un certain nombre d'avocats, en général liés à des cabinets patronaux, se sont mis à dire oui, le droit de retrait. Alors, il y avait plusieurs versions, soit ça n'existe pas du tout, soit ça existerait, mais uniquement sur le papier, mais comme on n'a pas défini des procédures plus détaillées, dans la pratique, ça n'existe pas, soit encore, ça ne s'applique pas dans la situation du Covid. Donc, il y avait différentes thèses juridiques et effectivement, il n'y a eu jusqu'à présent aucun procès en Belgique depuis plus de 25 ans qu'existe le droit de retrait sur cette question. Donc, Sophie, est-ce que tu pourrais faire le point justement sur les différentes thèses qui s'affrontent? Est-ce que le droit de retrait existe en Belgique? Peut-il être exercé? Ou doit-on attendre, je ne sais pas, quel arrêté royal nouveau pour pouvoir l'exercer? Oui, alors c'est un peu compliqué de répondre à cette question-là parce que la position, les positions qui se sont exprimées pour exprimer le fait que le droit de retrait n'existerait pas ne sont pas vraiment justifiées en droit. Donc, on a un texte qui figure dans le Code du bien-être au travail, sur base duquel les agents de la CIB ont exercé le droit de retrait, un texte qui est clair et qui prévoit le droit de s'éloigner de son lieu de travail en cas de danger grave et immédiat. Donc, ce texte dérive est une transposition, donc il vient en fait d'une directive européenne, donc c'est la directive européenne qui s'applique dans tous les États membres, qui le prévoit également. Donc, c'est un peu difficile pour moi de comprendre comment et pourquoi certains ont pu aller affirmer que ce droit de retrait n'existerait pas. Alors, on a, je dirais, une première tendance qui consiste à essayer de dire que c'est un droit de grève déguisé et qui serait du côté des patrons pire que la grève parce qu'elle emporterait le droit à la rémunération, alors que le droit de grève, qui est donc un exercice collectif en vue d'une revendication, n'emporte jamais droit à la rémunération par la loi en elle-même. Ici, l'exercice du droit de retrait est accompagné d'une précision selon laquelle le travailleur qui exerce ce droit de retrait ne peut pas subir de préjudice. Or, le paiement de la rémunération, c'est la raison d'être essentielle du contrat de travail pour le travailleur. C'est donc la contrepartie essentielle et donc pour lui, ne pas être rémunéré est donc évidemment un préjudice certain. Donc, on a cette première tendance qui en fait essaye, je dirais, donc qui se meut plutôt dans la tendance de contester le droit de grève ou d'essayer de limiter le droit de grève en essayant d'assimiler cette forme, ce droit-là à la catégorie de la grève, alors qu'il n'y appartient pas du tout, puisque c'est un droit individuel qui appartient à chaque travailleur et qui n'a pas besoin d'être exercé collectivement pour être reconnu. Alors ensuite, on a
d'autres qui ont essayé d'argumenter pour dire mais non, ça n'existe pas. À ce stade-ci, il y a surtout un article écrit par des avocats qui défendent les employeurs, qui soutiennent l'idée que le droit de retrait existe, mais uniquement si l'employeur a accepté que le danger suppose le retrait du travail. Donc, dans leur théorie, il faut que l'employeur reconnaisse l'existence d'un danger grave et immédiat, qu'il reconnaisse donc qu'il expose ses travailleurs à un danger de cette nature-là et que, ayant accepté qu'il y avait un danger, finalement, l'employeur accepte également que le travailleur s'écarte de son lieu de travail, s'écarte de son poste de travail. Donc là, c'est vraiment l'idée selon laquelle l'employeur doit donner l'autorisation au travailleur pour que le travailleur puisse exercer son droit de retrait. Ce qui n'est absolument pas du tout la philosophie du droit de retrait tel qu'il est prévu par la directive européenne et donc par notre droit belge à nous, et qui ne correspond pas du tout non plus aux discussions qui avaient eu lieu au sein de l'Organisation internationale du travail, qui est le précurseur de ce dispositif au niveau international. Donc, je pense que clairement, on est plus face à un débat idéologique ici, qui est que certains auteurs ou certains commentateurs ne souhaitent pas voir émerger un droit individuel pour lequel le travailleur pourrait obtenir une reconnaissance légale du droit à désobéir, puisque c'est de ça dont il s'agit. L'obligation principale du travailleur, c'est de fournir le travail convenu, c'est donc obéir aux ordres de l'employeur. Ici, en exerçant le droit de retrait, le travailleur refuse l'obéissance et il le refuse légalement. Et je pense que c'est cet aspect-là dans la figure du contrat de travail en Belgique qui pose le plus de problèmes à l'acceptation par une certaine partie des commentateurs qui ne souhaitent pas cette forme d'émancipation que peut représenter le droit de retrait et de laisser le travailleur juge de ce qui est une atteinte à son intégrité physique et de se protéger contre les atteintes à son intégrité physique. Au-delà de ça, on ne sait pas, par exemple, pour ce qui concerne la STIB elle-même, on sait qu'elle estime que le droit de retrait n'existe pas, puisque leurs avocats l'ont écrit noir sur blanc. Par contre, la raison pour laquelle ils estiment que ça n'existe pas en droit, on n'en sait strictement rien. On le saura parce qu'ils vont devoir étayer cette position-là dans le cadre du procès qui a été introduit. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas encore quels arguments ils vont avancer et comment ils justifieraient qu'un article qui est présent dans le Code du bien-être au travail et qui est très clair, ne serait pas d'application en Belgique. Alors, à côté de ça, il y a également eu les réactions du côté des organisations syndicales, donc interprofessionnelles, donc de manière générale et indépendamment de la question de la STIB, où là, c'était plutôt des craintes qui étaient exprimées, à savoir que comme ça n'avait jamais été exercé, puisque c'est un droit qui finalement a été découvert à l'occasion du Covid, il y avait une crainte que les travailleurs s'exposent, notamment comme les agents de la STIB, vous avez entendu les absences injustifiées, l'absence de rémunération, donc ils s'exposent sans qu'on ne puisse garantir que devant les juridictions du travail, on puisse faire valoir leurs droits. Donc ça, c'est plutôt la peur d'utiliser un droit parce qu'il n'est pas encore débroussaillé par la jurisprudence, par les juridictions du travail. Mais bon, je dois dire que si on doit attendre que les juridictions du travail disent comment le droit s'applique, on ne l'appliquera jamais parce que les juges ne sont saisis qu'à partir du moment où les droits ont été appliqués et ont été discutés par les employeurs. Donc ça n'a pas de sens. Le droit social ne s'est jamais construit sur base d'une reconnaissance par une autorité, encore moins une autorité judiciaire de l'existence des droits. Elle s'est construite par le fait. Donc ici, on a une norme juridique qui le prévoit. Il fallait juste que les travailleurs s'en emparent et n'aient pas peur de s'en emparer. Oui, Oliver, donc tu as parlé du fait que pendant le mouvement, il y a eu des menaces directes ou déguisées de la part de la direction sur des sanctions possibles. Donc, après le 17 mai, est-ce qu'il y a eu des sanctions sous une forme ou sous une autre et est-ce qu'il y a eu également des pressions par rapport au fait que les travailleurs maintenant vont en justice pour réclamer, je dirais, en tout cas ce qu'ils estiment être leur dû, c'est-à-dire leur rémunération pendant cette période, la levée des codes qui sont, comme tu l'as dit, une menace au licenciement, et pour l'ensemble alors du monde du travail en Belgique, le fait que le droit de retrait soit reconnu comme un droit effectif.
Alors, les travailleurs ont été sanctionnés financièrement. Certains chauffeurs qui ont fait 5-6 jours de droit de retrait se sont vus déduire de leur salaire 500, 600, 700 euros. Et vous imaginez que pour des ouvriers qui ont déjà en temps normal des difficultés à finir le mois, ça a été une sanction très lourde, une déduction financière qui s'est opérée directement sur la paye provisoire, ce qui était du jamais vu. Les codes pour absence injustifiée sont toujours là. Alors, ils n'ont évidemment pas été suivis de la moindre sanction disciplinaire. Ça, la STIB n'a pas osé aller jusque-là. Mais ces codes 51 sont dans les dossiers et ils sont susceptibles de porter préjudice aux agents qui voudraient, dans le cadre de leur carrière, postuler à une autre fonction. Et donc, évidemment que obtenir l'annulation de ces codes 51, c'est absolument indispensable. J'ai oublié de dire quelque chose d'important tout à l'heure. Il ne faut pas faire le tour de la planète pour trouver une société de transport en commun qui a mieux protégé ses conducteurs que la STIB. Il suffit d'aller en Flandre et en Wallonie où eh bien, vous pouvez le constater dans leur véhicule, une bâche hermétique a été installée pour isoler complètement le poste de conduite, et ça faisait évidemment partie des demandes de ces agents en droit de retrait. Le samedi 16 mai, donc après 6 jours de droit de retrait, il y a eu une communication du Front commun syndical qu'un CPPT d'urgence allait être organisé pour revoir notamment la question de ces fameux remplacements sur ligne et de l'isolation du poste de conduite. L'immense majorité des travailleurs a repris directement dès cette annonce parce que c'est ce qu'ils attendaient. C'est ce qu'ils attendaient. C'était vraiment d'être entendus dans leurs craintes, dans leurs préoccupations. Et si ce CPPT d'urgence avait été annoncé dès le lundi après-midi ou le mardi, eh bien, je pense que le mouvement se serait arrêté directement. Donc ici, il y a une grande, bon, d'abord, il y a une très grande tristesse parmi les travailleurs, c'est le bilan humain qui est quand même très lourd. Nous avons eu la douleur de perdre 2 collègues, un troisième est depuis plus de 2 mois entre la vie et la mort. Nous avons déploré des centaines et des centaines, certainement plus de 400 agents de la STIB contaminés, avec des drames au niveau familial. Donc, il y a d'abord un sentiment de tristesse. Il y a aussi une grande colère par rapport au mépris dont les agents ont été victimes pendant cette semaine et même après, puisque s'ils ont repris le travail, c'était à l'annonce de certaines promesses d'être mieux protégés, de revenir sur certaines mesures de prévention, et ces promesses n'ont pas été tenues. Donc, il y a de la tristesse, il y a beaucoup de colère, et il y a aussi toujours beaucoup de peur. C'est tous les jours, mes collègues, ils prennent leur service vraiment la boule au ventre. Alors, Sophie, donc maintenant le procès est commencé, hein, puisqu'il y a eu une requête qui, autour de 215 travailleurs,
réclament donc à la fois qu'on supprime ces fameux codes 51 et qu'on leur rende leur rémunération pour la période de droit de retrait. Alors, comment s'est passée la première audience qui a eu lieu le 4 janvier et quelle est je dirais, la tactique suivie par la STIB par rapport à cette affaire? Alors, donc, je ne sais pas si tout le monde est bien familiarisé avec les procédures judiciaires, mais une fois qu'on rentre devant le tribunal, c'est longtemps, hein. Donc, ça commence par une première audience. Donc, d'abord, il y a un document qui est rédigé par l'avocat, la requête, qui saisit le tribunal et qui expose quelle est la problématique. Donc, ça, nous l'avons déposé le 4 novembre. Ensuite, le tribunal organise une première audience où on organise ce qu'on appelle la mise en état, c'est-à-dire la manière dont les avocats vont échanger entre eux leurs arguments. Parce qu'avant de pouvoir expliquer au juge notre affaire, il faut que chacun connaisse l'argument des autres et que chacun sache quelle pièce l'autre va mobiliser, quel moyen juridique il va avancer. Et donc, ça, on réalise ça par un échange de conclusions qui est organisé à la première audience. Et puis, le tribunal organise, donc dit à quelle date chacun va présenter son argumentaire à l'autre. Et puis, il arrête la date à laquelle le tribunal va écouter les avocats, expliquer le dossier. Ce qui est très important parce qu'au tribunal du travail, il y a 3 juges, dont un juge professionnel, donc le magistrat, celui qui est juriste, qui est nommé par l'État, et il y a 2 juges dits sociaux qui sont des travailleurs, en fait. Donc, ils n'ont pas les techniques juridiques ou à qui on ne s'adresse pas de la même façon que lorsqu'on s'adresse aux juges professionnels. Donc, la première audience a eu le 4 janvier. Donc, le 4 novembre, on dépose notre document qui saisit le tribunal de la question. La première audience intervient le 4 janvier. Et donc, cette audience est destinée à organiser ces échanges entre avocats et de fixer la date à laquelle le tribunal examinera l'affaire. Donc, la première surprise qu'on a eue, c'est que la STIB a d'emblée précisé une position sur une question de procédure. Donc, ici, on a donc bon, je vais dire grosso modo, il y a 215 travailleurs qui sont dans la procédure. On a donc introduit un seul dossier puisqu'ils posent tous au tribunal la même question. La question qui est posée, c'est celle de la légitimité du droit de retrait, de la légitimité du code absence injustifiée attribuée aux journées pendant lesquelles le droit de retrait a été exercé et la question de la rémunération. Et alors, on a encore une discussion sur, une demande sur la question du respect dont on vous a parlé, le manque de respect pour les prérogatives des représentants du personnel au CPPT. Donc, c'est la même demande. Donc, ils demandent la même chose. Ils sont juste nombreux à demander la même chose parce qu'ils ont été nombreux à être atteints par la même problématique. Et donc, on a introduit ça, enfin, j'ai introduit ça dans une seule affaire puisque finalement, il n'y a que les questions juridiques sont exactement les mêmes pour tout le monde. Il n'y a aucune différence entre les travailleurs. Et là, la STIB a opposé l'idée qu'il faudrait 215, enfin, admettons qu'il y ait finalement 500 travailleurs à la fin, il faudrait un dossier par travailleur, et donc on devrait envahir le tribunal du travail avec autant d'affaires qu'il y a de travailleurs demandeurs, ce qui est assez absurde tant sur le plan judiciaire que sur le plan même pragmatique et logique. Donc, ce qu'on comprend surtout, c'est que leur attitude, c'est de jouer avec le temps, en fait, parce qu'ils espéraient que le tribunal nous oblige d'abord à régler ce problème de procédure. Donc, on aurait dû faire un calendrier pour échanger les arguments sur cette question-là, et puis avoir une audience juste sur cette question-là, et puis seulement alors faire un calendrier pour la suite. Donc, ils auraient déjà pu gagner certainement 4 à 5 mois avec cette tactique-là, pour ensuite repousser la question qui intéresse les travailleurs, savoir la question de savoir si ce droit de retrait était, qu'on reconnaisse l'exercice du droit de retrait, cette question-là aurait été repoussée dans le temps. Parallèlement, donc ça, on a obtenu quand même que le tribunal dise que toutes les questions soient traitées en même temps, donc de ne pas avoir ce report-là. Donc, on a eu une première victoire, entre guillemets, sur une question purement technique de procédure judiciaire. Donc, le tribunal traitera cette question-là plus tard avec le reste des questions. Et alors, l'autre point, et là, nous n'avons toujours pas l'ordonnance du tribunal, donc on ne sait pas encore quelle va être la position du tribunal, mais donc, il faut que les avocats échangent entre eux leurs arguments en général, et le code judiciaire le prévoyait avant que tout soit modifié par je ne sais plus quel ministre, le délai normal, c'est 1 mois. 1 mois pour présenter sa position, 1 mois pour que l'autre y réponde, 1 mois pour qu'on y réponde, etc. Et ici, la STIB a demandé un délai de 6 mois juste pour présenter son premier argument, alors qu'elle sait que nous discutons du droit de retrait depuis le mois de mai 2020, donc elle a eu largement le temps de préparer son argumentaire. Moi-même, je lui écris juste après la fin du mouvement, à la fin du mois de mai, pour présenter la position des travailleurs. La requête, ils l'ont depuis le 4 novembre, donc il y a déjà
plusieurs mois qui se sont passés depuis lors. Donc là, on comprend également que par rapport à cette demande-là, l'objectif est de repousser dans le temps au maximum la décision que le tribunal devra rendre sur les demandes des travailleurs et donc notamment sur la question du droit de retrait, sur la question de la légalité de la politique de prévention à l'intérieur de la STIB. Donc on a l'impression qu'elle attend que le Covid se termine pour qu'on ait une solution judiciaire sur la problématique qui nous intéresse ici. Donc ce n'est pas très très surprenant, c'est une pratique en général qu'on constate chez les employeurs. Ils sont pas souvent pressés que les affaires avancent. Ici, je trouve que c'est quand même encore de nouveau un signe de manque de respect pour son personnel, puisque c'est une démarche très difficile pour les travailleurs qui travaillent toujours pour la STIB d'aller en procès contre leur employeur. Et donc, eux, ils n'ont qu'une hâte, c'est que ça aille le plus vite possible et qu'on ait une solution. Ici, le fait de vouloir essayer de faire traîner les choses le plus longtemps possible, c'est finalement un manque de respect pour les travailleurs, puisque le tribunal est l'autorité qui est désignée par notre système juridique pour répondre, pour trancher, pour dire finalement qui a tort et qui a raison. Et on a besoin de savoir également si les arguments que nous présentons sur la façon dont la STIB voit la prévention, sur la façon dont elle implique les travailleurs, est correct ou pas. Parce qu'on imagine bien que si le jugement dit à la STIB non, vous n'avez rien fait correctement, comme d'ailleurs l'inspection sociale leur a dit, mais ce sera autre chose. Le rapport de force sera évidemment totalement différent pour les délégués, les représentants du personnel au CPPT. Et j'ai l'impression que ces tactiques procédurales visent en fait à repousser le plus loin possible le moment où le tribunal rendra sa décision. Ce qui donne à penser quand même qu'ils ont un peu peur quand même du résultat. Alors, Oliver, c'est évidemment un hasard, ce n'était pas prévu comme ça, mais l'année du Covid, en Belgique, ça a coïncidé avec l'année des élections sociales. Et donc, on a eu, à partir du mois de septembre, les élections sociales dans les entreprises. Et donc, je crois que ça a été aussi un test pour voir quel était l'état d'esprit des travailleurs par rapport à la lutte qui s'est déroulée au mois de mai. Donc, comment est-ce que, voilà, quels ont été les résultats? Si j'ai bien compris, tu as été réélu au CPPT. Je crois qu'il y a eu quand même aussi pas mal de voix de préférence. Donc, en quoi est-ce que les élections sociales, je dirais, reflètent le sentiment qu'ont les travailleurs de la STIB par rapport à ce qui s'est passé au mois de mai? Bon, les élections sociales reflètent un petit peu le résultat du travail des 4 dernières années. Maintenant, voilà, il y a quand même eu un nombre important de travailleurs qui n'ont pas pu aller voter, qui étaient soit contaminés, qui étaient en quarantaine. Il y a aussi des agents qui ont boycotté ces élections sociales pour protester contre certains dysfonctionnements. Voilà, donc je pense que les délégués qui ont essayé de faire de leur mieux pour rester aux côtés des agents, pour les protéger du mieux qu'ils ont pu, ils ont reçu le soutien des travailleurs lors de ces élections sociales, mais ce qui est très important, c'est ce que Sophie vient de dire aussi, c'est cette inspection contrôle du bien-être qui est venue à la STIB et qui a constaté vraiment des infractions à la législation, au code du bien-être, qui a donné donc un avertissement à la STIB. Et ce qui est très important, c'est que cette procédure aboutisse à beaucoup plus de respect pour la sécurité et la santé des travailleurs, parce que les élections sociales n'ont pas changé cet aspect-là. Mes collègues sont toujours exposés au danger, ne sont pas mieux protégés. On a minimisé les risques, on continue de le faire, et donc bien sûr qu'on va au tribunal du travail pour annuler ces codes 51 complètement illégitimes, pour récupérer cette rémunération qui a été déduite de manière
injuste. Mais c'est surtout ça qu'on va chercher au tribunal du travail, Laurent. C'est beaucoup plus de respect pour la sécurité et la santé des travailleurs. Et c'est vrai que si les trois juges du tribunal du travail nous donnent raison, eh bien, on sera content aussi d'avoir contribué à cette jurisprudence pour le droit de retrait qui permettra à tous les travailleurs, peu importe le secteur, même s'il n'y a pas de représentation syndicale, si un travailleur est exposé à un danger grave et immédiat, il doit pouvoir s'en écarter, il doit pouvoir s'en protéger lui-même si personne ne le fait. Et donc, voilà, on est très confiant par rapport à cette procédure. D'abord, on a choisi avec le collectif la spécialiste, la meilleure avocate de ce pays en droit du travail. On a reçu de plus en plus de soutien de partout, de France, de syndicats français. Donc on sent qu'on reçoit de plus en plus de soutien par rapport à tous les enjeux qui pourraient découler de cette jurisprudence. Maintenant, moi, ma seule préoccupation au moment où je vous parle, c'est toujours que la STIB ait plus de respect pour la sécurité et la santé de mes collègues. Alors maintenant, je voudrais m'adresser à vous deux, donc aussi bien Sophie qu'Oliver, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en termes de campagne de solidarité? Parce que d'un côté, il va y avoir le procès. On a compris que le procès risque de prendre du temps. On ne peut pas savoir maintenant combien de temps ça va durer, mais en tout cas, ça va durer un certain temps. Et comme tu l'as dit, Oliver, les enjeux sont vraiment des enjeux importants qui dépassent uniquement la seule situation de la STIB, puisque ça concerne l'ensemble du monde du travail, le respect du droit de retrait, c'est-à-dire ce droit de dire que dans le contrat de travail, je ne donne pas ma vie contre le salaire. On donne déjà des tas de choses, mais que la vie, en tout cas, doit être protégée. Et ça, c'est évidemment un élément important. Et dans le contexte du Covid, le fait que les autorités publiques depuis le début de la crise du Covid, ont accordé une importance mineure, ont complètement négligé et méprisé la question des expositions sur les lieux de travail. Maintenant, on parle beaucoup des problèmes des fêtards, de conduite individuelle, etc. Mais le fait que le Covid se propage en grande partie via les lieux de travail, et que quand c'est des lieux de travail avec du public, évidemment, un problème de santé au travail devient aussi un problème de santé publique. Ça, je crois que c'est vraiment deux enjeux importants qui fait que toutes les personnes en dehors de la STIB devraient contribuer, je dirais, à la campagne de solidarité autour de ce procès. Alors voilà, Sophie et Oliver, qu'est-ce que vous voudriez faire passer comme message et éventuellement comme idée concrète pour cette campagne de solidarité dans d'autres milieux que simplement la STIB? Oui, ben, voilà, on a déjà reçu plusieurs milliers d'euros de soutien et je vois parmi les gens qui nous suivent ce soir, certains qui ont versé des sommes pour cette procédure en justice. Ce qu'on souhaite, c'est évidemment rendre cette procédure gratuite pour les travailleurs de la STIB. C'est ça le but de l'appel à la solidarité, c'est que tous les frais de cette procédure soient pris en charge, que Maître Remouchant ait ses honoraires pour le travail qu'elle fait de manière remarquable depuis le mois de mai et de manière à ce que cela ne coûte pas d'argent aux travailleurs. Vous savez que on dit souvent que ça coûte cher d'aller en justice. Ici, c'est une procédure, c'est une requête collective. Donc, on a eu un forfait, mais donc on n'a pas besoin d'1 million d'euros. Hein. C'est une somme de 10 000 euros qui doit être collectée. On a déjà récolté la moitié. C'est magnifique. Et donc, effectivement,
on a exercé ce droit de retrait pour protéger notre santé, celle de notre famille, celle des voyageurs. Et si nous décrochons cette jurisprudence, eh bien, ce sont tous les ouvriers, tous les travailleurs dans ce pays qui auront un droit supplémentaire. Le panel de protection des travailleurs sera élargi avec ce droit de retrait qui pourra s'appliquer dans n'importe quel secteur, dans n'importe quelle entreprise où l'employeur néglige la santé de ses travailleurs et où ceux-ci sont confrontés à un danger grave et immédiat. Je sais qu'il y a dans certaines usines, il y a des délégués qui font le tour des chaînes de montage pour parler de cette procédure, pour récolter du soutien. On est très touché de toutes les marques de solidarité qu'on a déjà reçues. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Eh bien, Laurent, c'est comme vous l'avez fait ce soir, c'est d'organiser comme ça une présentation, un débat sur ce qui s'est passé, parce que vous savez, même après 6 jours de droit de retrait, on a été effaré d'entendre la ministre de la Mobilité parler dans les médias d'une grève sauvage. Non, ce n'était pas une grève sauvage, c'était vraiment une action de droit de retrait pour se protéger. Et voilà, quand je vois comment en quelques semaines, eh bien, on a déjà récolté quasiment la moitié de la somme dont on a besoin pour financer cette procédure et qu'elle soit intégralement gratuite pour les travailleurs de la STIB, forcément, ça peut encourager encore d'autres agents à nous rejoindre. J'ai vu tout à l'heure passer une question sur le fait que peut-être mais ça, je laisserai Sophie y répondre et rassurer ce collègue, je pense. Est-ce que les agents, si on perdait ce procès, est-ce que les agents s'exposeraient à des risques de licenciement ou quoi? Non, et on n'est pas non plus dans cet esprit-là. On est très confiant. Le dossier, il est très bon en faveur des travailleurs de la STIB et il est très lourd à charge de la STIB. Il y avait une question que j'ai vu passer sur qu'est-ce que l'inspection contrôle du bien-être a reproché à la STIB. Eh bien, c'est par exemple tout simplement de ne plus avoir organisé de CPPT. Pendant tout le mois d'avril, la STIB a tout simplement annulé et supprimé toutes les réunions de CPPT. L'inspection contrôle du bien-être a donné un avertissement en disant c'est certainement pas en période de pandémie qu'il faut arrêter d'organiser le CPPT. Sophie l'a évoqué, transmettre le résultat, les conclusions des analyses de risque au CPPT, c'est un droit pour les représentants des travailleurs, c'est une obligation pour la STIB. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas reçu les analyses de risque consolidées Covid pour les agents de conduite. Donc, je vous avais dit que les agents avaient respecté tout ce qui était prévu par le Code du bien-être, donc informer la hiérarchie, informer la médecine du travail, le SIPPT. On est plus de 6 mois après le droit de retrait. Eh bien, c'est plus de 1000 travailleurs qui ont écrit à la médecine du travail et au service interne pour la prévention et la protection au travail. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore reçu la moindre réponse. Donc, par rapport à cette procédure, on est très confiant. D'ailleurs, Sophie ne va pas se lancer comme ça dans un dossier si il n'y a pas suffisamment d'éléments pour avoir une chance de gagner. Et donc, on est vraiment confiant. Et c'est vrai que on y va pour annuler ces absences injustifiées, pour récupérer notre salaire.
pour recevoir beaucoup plus de respect pour notre sécurité, notre santé, mais on le fait aussi pour décrocher cette jurisprudence qui permettra de protéger mieux tous les travailleurs dans ce pays. C'est pour ça aussi que je suis tellement fier de mes collègues. Vous savez, ils sont 215, il y en a beaucoup plus qui voudraient participer, il y en a qui craignent des représailles, il y a eu des menaces, il y a eu des intimidations. Oh là là, fais attention, ne te mets pas avec eux, tu vas te retrouver sur une liste noire. Voilà, on sait comment ça va. Il y a de toute façon des jeux d'influence, des tentatives d'intimidation. Je suis très fier de mes collègues, de leur courage, du service qu'ils rendent au quotidien à la population dans des conditions aussi difficiles et pour le courage qu'ils ont d'aller jusqu'au tribunal du travail pour mieux protéger tous les travailleurs de ce pays. Oui, Sophie, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur la Non, ben non. solidarité? Évidemment, l'argent, c'est le nerf de la guerre hein, dans une procédure. La STIB a les moyens, elle, de mettre. Donc, ils ont choisi le plus gros cabinet spécialisé en droit social de Bruxelles, enfin de Belgique même, ce qui n'est pas un problème en soi, mais ça veut dire qu'on doit s'attendre à ce qu'ils essayent de faire de compliquer au maximum du possible la procédure et donc d'engendrer des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de travail, d'essayer de rendre les choses plus coûteuses au niveau des frais de la justice elle-même, puisqu'il y a les frais d'avocat, puis il y a les frais de la justice, les frais de la procédure judiciaire elle-même. Donc, l'objectif est vraiment de donner la gratuité. Donc, c'est une gratuité qu'on ne pourra offrir que par la solidarité de tous les travailleurs qui se sentent concernés par ou toutes les personnes qui se sentent concernées par le combat qu'ont mené les agents de la STIB. La gratuité est une première étape pour essayer de convaincre le maximum de personnes de pouvoir faire valoir leurs droits en justice. Je l'ai déjà dit et on le constate dans ce processus. Moi, je le constate quotidiennement dans ma pratique professionnelle. Il y a vraiment une crainte révérentielle par rapport à l'employeur. Les gens pensent qu'ils vont avoir des ennuis parce qu'ils font valoir leurs droits devant le tribunal. Donc, on a déjà cet obstacle psychologique à surmonter vis-à-vis des travailleurs qui sont concernés par le droit de retrait. On a donc essayé, et c'est l'objectif qu'on mène, et donc on a besoin de la solidarité de tout le monde pour y arriver, d'au moins neutraliser l'objectif, enfin, le frein financier pour arriver à pouvoir défendre correctement, répondre à contrer tout ce qui va vouloir faire en face le cabinet d'avocats de la STIB et la STIB elle-même, pour pouvoir quand même assurer la meilleure défense possible. Et donc, à la fois pour les travailleurs, mais aussi parce qu'il faut être clair, c'est la première affaire en justice sur le droit de retrait. La décision qui va intervenir va être extrêmement scrutée, regardée par tout le monde. Elle va quelque part, même si juridiquement parlant, il n'y a pas de précédent comme dans les systèmes anglo-saxons, mais elle va quand même un peu quelque part donner le là. Donc, et pour arriver à conduire, à essayer de mettre le maximum de chances de notre côté que le juge suive une interprétation qui soit la plus favorable pour les travailleurs, ben forcément, il y a énormément de travail derrière. Et donc, ce travail, on souhaiterait pouvoir le faire financer par la solidarité de tout un chacun. Donc, même si c'est assez pragmatique, ce que je dis, et un petit peu. En plus, on va dire que c'est l'avocat qui demande d'argent pour elle. C'est un peu bizarroïde pour moi de dire ça, mais oui, c'est un peu bizarre. Mais clairement, l'aspect financier, c'est une démarche concrète. Même 5 euros, c'est utile, puisque 5 euros plus 5 euros, ça fait, avec les petits chemins qu'on fait les grandes rivières, ça peut quand même être quelque chose d'une aide concrète et un soutien moral aussi. Plus il y aura de gens qui même mettent 5 euros, 2 euros, 3 euros, ça montre aussi qu'il y a un large soutien pour la lutte des travailleurs de la STIB dans cette histoire de respect de la prévention, des règles en matière de prévention qui sont d'autant plus importantes face au Covid qui n'est loin de nous avoir laissés tranquilles. Oui, ben, le message est clair. Donc, je propose que de toute façon, on mette, puisque l'enregistrement de cette conférence va être rendu public après, qu'on mette l'indication du compte du collectif des travailleurs pour que les gens qui veulent contribuer au soutien financier puissent le faire. Donc, on fera ça après la conférence. Maintenant, je voudrais savoir, Lucie, est-ce que tu peux
poser des questions s'il y a eu des questions qui sont arrivées. Voilà, alors en fait, tu as déjà répondu à 2 questions. La première, c'est que cette vidéo, on va pouvoir la voir. Donc, elle sera sur le site de l'UPJB, j'imagine, et ailleurs. Donc, pour les personnes qui sont arrivées en retard ou qui ont eu des problèmes techniques, il y aura la possibilité de revoir ce débat. La deuxième, c'est la possibilité donc d'avoir le numéro de compte pour contribuer et donner ce qu'on peut par solidarité. Donc ça, c'est ces 2 points qui ont été que je lis. Alors, il y a beaucoup de réactions et beaucoup de questions et je me vois pas vraiment de tout lire. Alors, quelqu'un dit qu'il faudrait être présent le plus possible lors des séances du procès. Alors, il y a un collègue à Oliver qui réagit beaucoup et également avec pas mal d'inquiétudes par rapport à les codes 51 et le risque de licenciement. Bon, Oliver a répondu à la personne qui disait mais est-ce qu'il y a un danger d'être licencié à cause des 3 jours de congé d'affilée, mais je pense que Oliver a répondu. Bon, des questions autour de la délégation syndicale, autour du syndicat. Alors, je pense qu'on a répondu à la question sur l'inspection sociale. Une personne qui travaille à la poste et qui parle que dans son centre de distribution, il y a donc le nettoyage a été fait, enfin la désinfection, enfin ils ont sacrifié le fait, si j'ai bien compris, de faire le nettoyage extérieur des véhicules pour favoriser la désinfection plus systématique. Mais cette même personne pose la question de savoir si le fait qu'il y ait, est-ce qu'il est possible que 215 jugements différents atomisent les travailleurs? Voilà, donc ça c'est une question pour la juriste. Bon, le collègue de la STIB transmet qu'il pense que lui serait prêt à renoncer au salaire, mais pas au code 51. Des questions plus générales, une question très générale, c'est est-ce que le droit de retrait a été exercé par les travailleurs dans d'autres pays européens? Voilà. Commencer par celle-là. Oui. Non, mais Laurent est certainement mieux placé que moi pour en parler. Mais donc, comme je l'ai dit, le droit de retrait est prévu au niveau de l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail, et se trouve donc dans le droit de beaucoup d'États en Europe, mais également partout dans le monde. Et l'Europe elle-même a également le droit de retrait, ce qui veut dire que tous les États membres disposent du même dispositif. Alors, exactement comme la directive ou améliorer entre guillemets, comme par exemple tout ce qui est d'inspiration de droit français ou les gens qui sont inspirés directement de l'OIT. Et donc ça existe, il y a beaucoup de jurisprudence, c'est un droit qui a été beaucoup mis en œuvre en France. Notamment, il y a une chose assez frappante, c'est qu'au Louvre, avant même que le confinement soit décidé par le gouvernement français, le droit de retrait a permis au personnel du Louvre de pouvoir avoir des mesures de protection parce qu'eux étaient assez bien exposés à tous les touristes et donc des gens qui venaient du monde entier. Donc là, on voit l'efficacité du droit de retrait qui a permis d'anticiper finalement des mesures gouvernementales de santé publique par le mouvement des travailleurs à l'intérieur du Louvre. Ils l'ont fait chez Amazon également. Il y a beaucoup. L'exemple français montre qu'il y a que ce droit de retrait est moteur dans la meilleure politique de prévention. Alors, il y a aussi beaucoup de jurisprudence en Espagne, au Canada, j'imagine en Amérique latine aussi. Ça existe aussi aux États-Unis, même dans des pays qui n'ont pas du tout de droit social évolué comme ce qu'on peut avoir en Belgique. Ce droit existe et a vraiment une vraie existence. Ce qui nous différencie d'eux, en fait, puisque en Belgique, c'est comme si ça n'existe pas, alors qu'en fait, ça existait comme partout ailleurs. Et Laurent peut peut-être compléter, puisque je sais qu'il connaît ça mieux que moi.
Oui, mais donc, comme le dit Sophie, hein, dans d'autres pays, ça fait vraiment partie des outils qu'utilisent les travailleurs. Alors, ils l'ont largement utilisé par rapport au Covid, mais avant le Covid, ça avait déjà été souvent utilisé dans d'autres contextes par rapport à des risques de cancer, par rapport à des risques d'accident du travail. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est réservé au Covid, bien entendu. Et donc, dans le cas de la France, on a, je dirais, le fait que les organisations syndicales ont une politique, une stratégie d'aller devant les tribunaux pour bien faire reconnaître ce droit et pour le consolider. Et aujourd'hui, je dirais, plus personne ne le remet en cause. Et donc, il y a eu le mouvement au Louvre, c'était, si je me souviens, 3 semaines avant les élections municipales, donc à un moment où on parlait de confinement pour personne. Et donc là, ça a été décidé en assemblée par les gardiens du musée du Louvre qui ont dit on exerce le droit de retrait. Et à la suite de ça, la direction a été obligée d'élaborer une série de protocoles de sécurité qui, disons, les mettaient à l'abri avant même que enfin, les mettaient en partie à l'abri, en tout cas, avant même que le confinement ne commence. Donc, c'est vraiment un outil important et un outil qu'on ne peut pas isoler par rapport aux autres outils de la prévention. Et c'est un outil qui donne aux travailleurs un droit d'initiative et qui respectent leur perception du risque. Et ça, je crois que c'est très important parce qu'ils sont mieux placés que des spécialistes externes et que la direction de leur entreprise pour savoir quand est-ce qu'ils risquent leur peau et quand est-ce qu'ils ne la risquent pas. Et donc, c'est ça, finalement, le droit de retrait, c'est un respect par rapport à cette perception du risque qui est celle des travailleurs. Alors, ce que je propose, c'est que de toute façon, donc, on va mettre en circulation le vidéo, on va mettre en circulation le numéro de compte pour la campagne de soutien. Et donc, voilà, c'est un appel à toutes les personnes qui ont participé à cette conférence à diffuser ce matériel autour de vous. Juste maintenant, pour vous donner comment dire, le calendrier au niveau des activités de l'UPJB. La semaine prochaine, il y a une activité qui n'est pas organisée par l'UPJB, mais que nous soutenons à fond et qui est le festival Elle Tourne. C'est un festival de films réalisé par des femmes dans le monde entier. Donc, c'est la 13e édition du festival. Mais Covid oblige, cette fois-ci, tous les films seront accessibles en ligne de manière gratuite. Donc, vous pouvez aller sur le site de Elle Tourne. Le festival va commencer la semaine prochaine, le 21 janvier, et durera jusqu'au 29 janvier. Et puis la semaine suivante, on aura de nouveau, ici à l'UPJB, une visioconférence avec un journaliste du journal Le Monde, dont vous avez peut-être lu un certain nombre d'articles, qui s'appelle Piotr Smolar. Donc, je remercie tout le monde qui a participé à cette conférence. Donc, dès que possible, on mettra tout ce matériel en ligne de façon à ce qu'il soit disponible et que vous puissiez le répercuter autour de vous. Alors, je voudrais juste quand même dire qu'il y a beaucoup de réactions de solidarité dans les commentaires. Hein. Donc, des propositions comme avoir créé une association santé-travail, beaucoup d'avoir envie de diffuser, de faire savoir que c'est légal le droit de retrait. Donc, je voulais quand même que tout le monde sache qu'il y a énormément de réactions de solidarité et que les personnes ont envie de… Les voyageurs, les usagers des transports sont très conscients de la situation et disent avoir envie de faire quelque chose. Quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tout le monde et donc à bientôt.